Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Les Vikings font partie intégrante de l'histoire de la Scandinavie et de la Norvège. Entre réalité et mythes et légendes, c'est un sujet très complet et je reçois aujourd'hui Laurent Perronnet pour nous parler de ces hommes du Nord. Salut Laurent, ravi de te recevoir dans l'émission. Salut Anne-Sophie. Tu es écrivain, conférencier et guide en Scandinavie. On se croise régulièrement sur les tours en Norvège l'été. Sur le site, il y a 2 articles sur toi, un concernant les romans que tu as écrits, donc la saga de Magnus que j'ai adoré et que je recommande à tout le monde, et une interview écrite, je mettrai les liens dans la description. Alors je suis super contente de te recevoir dans le podcast aujourd'hui car c'est quand même plus sympa de discuter de vive voix, alors merci à toi de passer un moment avec nous. Merci à toi de m'inviter, c'est très agréable effectivement de pouvoir discuter de vive voix. Alors avant de commencer sur ce thème des Vikings, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es passionné pour la Scandinavie et pour la Norvège ? Alors à la base, c'est venu un petit peu par hasard. J'ai des origines russes par mon côté maternel. Et dans les années 95-96, je suis allé travailler dans ce pays pour un petit peu découvrir d'où je venais. Et je me suis engagé comme accompagnateur sur des croisières. Alors, c'était des tout petits bateaux de croisière, il y avait 200-300 passagers maximum sur les bateaux entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui passaient par la Volga, la Neva. En fait, un petit peu les routes des varègues qu'on va retrouver dans le monde scandinave. Et donc j'animais des ateliers d'écriture sur ces bateaux, c'était super intéressant. Et puis j'ai rencontré plein de gens, et dans tous ces gens qui étaient là-bas, qui voyageaient, il y avait forcément des Scandinaves. Et on m'a dit, tu devrais aller voir ce qui se passe de ce côté-là. C'est vraiment un monde très intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un premier petit voyage dans le monde nordique et à m'intéresser à cette culture, découvrir les Vikings notamment dont on va parler aujourd'hui, mais également les Samis et puis tout le système politique nordique scandinave. Bref, un monde passionnant. Et j'ai commencé donc à y travailler comme guide en 1997. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans. Et j'ai trouvé le sujet suffisamment intéressant et les paysages suffisamment beaux, on peut même dire magnifiques, Ouais. et les mentalités intéressantes pour y rester. Je me suis spécialisé dans cette région du monde. Je guide pas dans d'autres lieux que la Scandinavie. Et voilà, en fait, le temps a suivi son cours comme ça. Et c'est vrai que je suis vraiment super contente de te recevoir dans l'émission aujourd'hui parce que c'est vrai que tu es un petit peu considéré quand même comme l'expert de la Scandinavie. C'est gentil. En tout cas, tu m'as beaucoup aidé aussi plusieurs fois quand je travaille comme fixeuse pour les productions télé. C'est vrai que je te demande souvent des petits conseils ou des contacts et tout. Donc, merci encore Je t'en prie. pour C'est ton aide. avec plaisir. Il faut toujours s'entraider. Commençons par le commencement. Les Vikings, c'est quelle époque ? Alors, les Vikings, ça couvre une durée de 250 ans, entre 800 et 1050. On a fait remonter à une date précise, parce que souvent on aime bien donner une date précise de commencement des choses. 793, c'est la date à laquelle on fait commencer l'époque viking. Il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est que c'est l'événement sur lequel on a la toute première trace écrite de l'arrivée de ces hommes du Nord dans les pays d'Europe. 793, le 8 juin, c'est l'attaque du monastère de Lindisfarne dans le Northumberland en Angleterre. Et ce sont des Vikings probablement danois qui attaquent un monastère, qui le pillent littéralement et qui assassinent la plupart des moines présents à ce moment-là. Ils en laissent échapper un ou deux et ces rescapés vont répandre une parole terrifiée qui va présenter ces hommes du Nord, ces Nordmen, comme d'abord d'horribles païens, ce qu'ils sont d'ailleurs, ils sont tout à fait païens, et des monstres sanguinaires.
Voilà. Alors à partir de là, l'image du viking va commencer à se construire et on a le premier témoignage écrit. Après, cette période, elle est assez longue puisqu'elle dure 250 ans et elle va se développer sur 4 phases. Il y aura une première phase entre 800 et 850 qu'on peut appeler la phase des premières explorations. Alors ça ne veut pas dire que les Vikings ne naviguaient pas avant. Ils naviguaient, on est pratiquement certain, ça serait complètement impossible que ce ne soit pas le cas. Ils ne se sont pas mis d'un seul coup en 793, hop, à avoir des bateaux. Ouais, Non, c'est ça. ils existaient déjà. Ils avaient déjà fait quelques voyages. Donc on pense que la navigation a dû commencer peut-être même vers 500, 550. Ouais, c'est très très ancien. Mais cette ère donc de l'expansion viking qu'on fait commencer vers 800 jusqu'à 850 pour la première période, c'est la première période où on assiste vraiment à des explorations. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu partout en Europe des Scandinaves se déplacer. Alors c'est des tout petits groupes. Ça, c'est aussi parce qu'il y a énormément d'extrapolations qui sont faites. Les Vikings sont des personnages qui stimulent beaucoup l'imagination. L'imagination, ouais. Voilà, qui au fil de l'histoire ont servi les uns et les autres, pas toujours pour le meilleur, et puis des fois pour l'imbroglio historique. Donc, par exemple, une des erreurs communément répandues, c'est que les Vikings auraient envahi l'Europe, que les Vikings étaient des colonisateurs. Alors, ce n'étaient pas des colonisateurs au sens au sens de nations qui voudraient s'emparer d'autres nations. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Au début de l'ère viking, donc période 800-850, on est dans des pays qui ne sont pas centralisés. Ce sont des pays qui n'existent pas. Oui, c'est ça, il n'y a pas de délimitation telles qu'on les connaît aujourd'hui. Exactement, et ça c'est très important. Donc en fait, les territoires à cette époque, c'est des petites communautés villageoises. Vous allez avoir un fermier riche, et c'est autour de lui que va s'organiser la vie sociale. Puis ce fermier va devenir progressivement, petit à petit, un seigneur, mais ça se fera dans le temps. Et puis, c'est des petites unités. Pour donner une idée, à l'époque, en Norvège, il n'y a pas plus. Le maximum, c'est 1 million d'habitants. Ouais, c'est ça, il y a personne. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, tu as 5,5 millions d'habitants en Norvège et que ça fait une densité de 17 habitants au kilomètre carré, ouais. Tu divises par 4. Donc, ça fait très très peu de gens. Ça fait pas beaucoup. Voilà, ça élimine aussi un autre mythe, qui est de dire que les Vikings sont partis explorer parce qu'ils n'avaient pas assez de terre. Ouais. Ben non, en fait, ils en avaient de la terre. Avaient, C'était pas ça le problème, c'était pour d'autres raisons qu'on partait. Mais du coup, c'est des petites unités, c'est des petits groupes. Donc, quand ils partent pas en guerre. Ça aussi, c'est la deuxième erreur communément admise. Les Vikings partent en guerre contre l'Europe. Non, ils ne font pas ça. Ils partent essentiellement faire du commerce. C'est des commerçants. Et donc, leur bateau leur rend possible l'accès à des territoires lointains. Et encore, quand je dis lointain, on n'est jamais au-delà. Le grand maximum, c'est 10 jours de navigation. Hein. Ouais, c'est pas très très C'est pas bon. des mois et des mois en mer. Non, ça aussi, souvent, on se trompe. On pense que les Vikings faisaient des trajets absolument énormes. En fait, ils les faisaient par étapes, bien souvent. Et tu vois, on va prendre un exemple, puisqu'on parlait de Lindisfarne, ce monastère en Angleterre, en 793. Pour aller de la côte de Norvège à la côte anglaise, il faut 6 jours de navigation. Ouais. Pas plus. Donc, c'était souvent des navigations de ce type-là. Alors, on a une première période comme ça, qui dure 50 ans, où on va voir des explorations qui commencent à avoir lieu sur différents territoires hors de la Scandinavie. Pourquoi à ce moment-là? Comme je te le disais tout à l'heure, je pense, et je ne suis pas du tout le seul à le penser, à peu près tous les historiens sont d'accord, les bateaux existaient déjà avant, mais à cette période-là, les bateaux sont parvenus, on va dire, à leur point de perfection. Donc le mot, ces fameux bateaux qu'on appelle des dracars. Alors, donc les dracars, c'est un mot français.
Donc ça, c'est un mot qui n'existe pas en Non, c'est Scandinavie. ça, c'est que quand on utilise ce mot en Norvège ou dans plusieurs pays scandinaves, les gens disent mais non, c'est quoi ce mot? Hein, quoi? De quoi tu parles, C'est hein? quoi Drakkar? Voilà, toi qui vis là-bas, On a beau essayer avec l'accent norvégien, Drakkar, mais non, Draka. ça marche pas non plus. Et en fait, c'est un journaliste au 19e siècle, là, au début du journalisme, on parlait les tout débuts des feuilles dans lesquelles on voyait des feuilletons français comme les mystères de Paris, tout ça. On écrivait des tas de choses sur le monde et ça commençait à être le libre accès de l'information quotidienne pour les Parisiens, par exemple, qui étaient parmi les premiers à avoir en France des journaux, des quotidiens ou des hebdomadaires. Et donc on faisait à la fois des feuilletons, comme je disais, mais on racontait aussi des choses sur le vaste monde. Et il y a un de ces rédacteurs qui avait quelques notions de scandinave, et il a pris le mot draken, qui veut dire dragon, il l'a pris, il l'a associé à ces bateaux qui avaient des têtes de proue qui évoquaient éventuellement un peu un dragon, bien qu'en réalité c'était beaucoup plus des serpents. Et puis il a construit ce mot, Drakkar. Hop. Et puis ce mot est resté. Voilà, il a eu du succès, puis on l'a adopté, et puis on ne s'est plus posé de questions dessus. Mais comme tu le disais justement, les Scandinaves, eux, ils n'utilisent pas ce mot. Si tu leur dis un Drakkar, ils disent quoi? Donc eux, ils appellent ça Skeis ou Kneur. Et ces bateaux, ce sont des bateaux donc à très faible tirant d'eau, qui ont donc le désavantage d'avoir des cales très petites, donc tu ne peux pas stocker beaucoup de marchandises dessus. Par contre, c'est des bateaux qui n'affrontent pas la mer de face. Ils épousent les vagues. Alors, il ne fallait pas avoir le mal de mer, parce que c'était vraiment très important. Ah, c'est ça, c'est une autre façon de naviguer. Hein. Voilà. Et ces bateaux, ils ont commencé par être petits. C'était, à la limite, même à la base, ça devait être des barques de 2, 3, 4 personnes, avec lesquelles on faisait de la navigation côtière. On faisait du cabotage, ce qu'on appelle le cabotage en termes marins, c'est-à-dire tu restes le long de la côte et tu vas de port en port. C'est d'ailleurs de là que vient le mot même viking. Un port, plus exactement une baie, en scandinave, ça se dit vik. D'ailleurs, toi qui vis là-bas, tu sais qu'il y a un nombre incalculable de villes et de villages qui commencent ou qui terminent par vik. Qui s'appelle Ulvik, Turvik, Olvik, il y en a plein. Tout à fait. Narvik, par exemple, qui est très connu pour la guerre. Ouais. Je fais participer les auditeurs, tu sais, qui souhaitent oui. te poser des questions. Et c'est vrai que quand j'ai posé la question, ce thème a vraiment passionné. Donc, je pense que c'est un épisode qui va beaucoup plaire. Et j'ai eu une question justement de Jason qui demandait du coup d'où venait ce nom viking. Donc Vik veut dire baie, ça il disait bien. Et du coup, d'où vient ce ing? Est-ce que c'est un anglicisme? L'origine vraiment du mot complet viking, du coup, c'est quoi? Alors non, c'est pas un anglicisme parce que en scandinave, un viking, on appelle ça un vikinger. Vikinger, tu mets un R derrière. Et vikinger, c'est celui qui fait l'action d'aller de baie en baie. Et donc en fait, dans les langues scandinaves, un viking, c'est pas une personne. Et ça, c'est important comme différence. C'est une action. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que les Scandinaves, c'est pas des Vikings. Et tous les Vikings sont scandinaves, mais tous les Scandinaves sont loin d'être Vikings. Ne sont pas des Vikings. Ouais. Voilà. D'abord, on fait le Vikinger. C'est faire le Vikinger. Ouais. Tu vois. Donc c'est le fait d'aller de baie en baie, quoi. Voilà. Et donc cette terminaison hinger, c'est ce qui définit l'acte, le fait de faire. Voilà. C'est pour ça que ce mot est construit de cette façon-là. Et donc après, évidemment, on en a fait viking, et puis on a gardé le mot. Mais les Scandinaves, eux, ils appellent toujours ça vikinger. Ouais. Voilà. Quand tu parles avec eux, c'est ce mot-là qui ressort. Donc, voilà, aller de baie en baie. Donc ces bateaux-là, qui étaient des petits bateaux de cabotage à la base, qui épousaient les vagues, qui ne les percutaient pas. Donc pourquoi c'est important cette notion d'épouser les vagues? Parce que pour épouser les vagues, il faut un faible tirant d'eau. Et si tu as un faible tirant d'eau, ça veut dire que tu peux aller partout. Et c'est ça qui est absolument génial dans ce bateau. C'est que ce navire te permet d'aller sur un fleuve, sur une rivière,
dans un minuscule cours d'eau. Tu peux même avoir des guets, d'ailleurs on l'a trouvé, hein, il y a des traces historiques, des récits qui le montrent. Euh, Tu arrives dans une petite rivière et il y a un assèchement de l'eau à un endroit, tu descends de ton bateau, tu mets des rondins, tu fais rouler ton bateau Ouais. dessus et tu le ramènes jusqu'à l'eau. Et tu peux Ouais. aller, avec ça, tu peux remonter pratiquement jusqu'à la source de la moindre rivière. Et quand tu es arrivé tout au bout de ta petite rivière, qu'elle n'est même pas assez large pour que ton bateau puisse faire demi-tour, ben là, ils ont eu une petite invention, toute petite mais géniale. C'est là-bas le gouvernail amovible. Gouvernail amovible, tu prends ton gouvernail et tu le fous de l'autre côté. Donc tu fais demi-tour. C'est ça, changement de cap. Voilà, du coup, ces bateaux étaient extrêmement pratiques pour la navigation à l'intérieur des terres sur les réseaux fluviaux et de rivières. Et en augmentant le volume de ces bateaux, ben, ils se sont rendus compte qu'ils étaient aussi parfaitement aptes à faire de la mer et de la haute mer. Donc on se retrouve dans cette période avec des bateaux capables d'aller partout, et ça, en Europe, personne n'a ça à part eux. Et c'est ce qui va expliquer cette expansion des Vikings. En fait, très souvent, ce sont des inventions techniques qui vont définir une domination dans un domaine ou un autre au cours de l'histoire. Et là, c'est le cas. Tu vois, par exemple, on va voir plus tard la Ligue hanséatique des Allemands qui vont inventer un bateau qu'on appelle le Kog, alors qui est un bateau qui, lui, a une énorme capacité de stockage. C'est aussi une révolution en termes de technique. Eh bien, ce bateau de la Ligue hanséatique, il va imposer la Ligue hanséatique dans tout le commerce de l'Europe du Nord, du XIIIe au XVIIe siècle. Et c'est encore un outil, un bateau qui va permettre ça. Qui va Et permettre ça, ouais. voilà. Et donc, pour bien comprendre l'extension viking, elle est due à la qualité absolument géniale de ce bateau qui est totalement révolutionnaire à l'époque. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'on disait dans un premier temps. Phase d'exploration. Alors ça veut dire quoi une phase d'exploration? Ça veut dire qu'ils sont sur leur bateau et ils arrivent en Angleterre, ils arrivent sur les côtes françaises, ils arrivent sur les îles, l'Irlande par exemple, les Shetland, les Féroé, l'île de Man, tous ces endroits-là. Et au début, sur les endroits pas trop habités, c'est-à-dire l'Irlande où il n'y a presque personne, les Féroé, le Man, tout ça, ils vont pas trop s'intéresser à ça parce que, comme je te disais, ils sont avant tout des commerçants. Donc, ils s'intéressent beaucoup plus à l'Angleterre et à la France. Et là, ils viennent et ils installent des comptoirs de commerce. Donc, c'est quoi ces comptoirs de commerce? Ça va être sur une rivière, dans un endroit de confluence, des routes commerciales. Parce qu'il faut se replacer dans le contexte. Le 9e siècle, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'automobile, loin de là. Ouais. Les circulations sont compliquées et les voies de circulation les plus efficaces, ce sont les voies liquides. Donc, c'est par là que l'essentiel du commerce se fait. Et donc, eux viennent à ces endroits-là, ils ont des choses à vendre et ils ont des choses à acheter. Donc, ils font leur commerce là et ils repèrent différents endroits où il est intéressant de commercer. Et qu'est-ce qu'ils vendent alors? Alors, eux, ils vendent essentiellement des produits de luxe parce que, comme je te disais tout à l'heure, leurs bateaux ne peuvent pas contenir beaucoup de marchandises, donc les cales, il n'y en a pas. Donc c'est essentiellement, ça va être des fourrures, beaucoup, de l'ambre venu de la mer Baltique, parfois aussi de l'ivoire qui se vend extrêmement cher à cette période et dont on ramène des petites quantités, mais les petites quantités suffisent à faire beaucoup d'argent. Ouais. C'est un truc qui est très marrant, c'est que dans le Moyen-Âge français, la licorne est un animal mythique. Et c'est un animal à qui on prête énormément de pouvoir. Et il y a tout un commerce qui se fait de poudre de cornes de licorne qui serait pleine de vertus diverses et variées. Et ça se vend extrêmement cher. Et la réalité de cette poudre de cornes de licorne, c'est amusant parce que c'est de la corne de narval. D'accord. Et ce sont nos Scandinaves qui la ramènent depuis les régions du Groenland et de l'Islande où ils pêchent le narval. Et donc la grande corne du narval,
eh bien, c'est transposé en Europe comme étant la corne des licornes. Alors, C'est devenu de la poudre de licorne. c'est devenu de la poudre de licorne. Donc, ils commercent ça. Et puis, un truc aussi qu'ils ont en marchandise qui est très pratique, ce sont les esclaves. Parce que les esclaves, tu les fais ramer sur ton bateau, donc ils En bossent. plus, ils servent à quelque chose. Ils servent à quelque chose. Et après, tu les vends. Voilà, donc c'était à peu près ce qu'on trouvait dans leur marchandise. D'accord. Alors après, tu as une deuxième période qu'on situe entre 850, chaque période dure 50 ans à peu près. Entre 850 et 900, c'est l'installation des comptoirs. Donc là, ils ont repéré que ça fonctionnait bien, que le commerce était efficace. Ils ont un peu établi divers lieux plus propices que d'autres pour le commerce. C'est quoi les lieux les plus connus, du coup, là où ils ont vraiment ancré leur commerce? On n'a pas de... C'est plutôt sur les grands axes, tu vois, ça va être sur les axes vers Paris, sur les axes vers Rennes, vers la Normandie aussi, c'est ces endroits-là sur lesquels ils installent leur comptoir. On a très peu de vestiges archéologiques. En France, on a trouvé peu de choses, on a trouvé quelques épées, mais pas grand-chose d'autre. Donc ils s'installent dans ces endroits-là, et puis ils vont commencer à rester un peu plus longtemps, parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas abordée dans la première période. Cette première période d'exploration, 800-850, c'est des explorations qui durent 3 mois. On part en été, à l'époque où la navigation est bonne, à l'époque où le climat est doux. On part en été et on va revenir, on part début juin et on va revenir fin août. Mais toujours, les Scandinaves reviennent chez eux. Donc ça aussi, ça casse un peu le mythe de l'envahisseur. C'est des gens, ils sortent de chez eux, ils vont faire du commerce et ils reviennent. Mais ils reviennent. Et voilà. Et donc, c'est à partir de cette deuxième phase, entre 850 et 900, que les comptoirs devenant plus importants, on va y rester parfois un peu plus longtemps. Et puis, entre 900 et 980, là, on a carrément un phénomène de sédentarisation. Tu vois, il y a un exemple qui résume bien à lui seul, je trouve, toute l'histoire du mouvement viking. C'est l'histoire de Rollon. Rollon, le Norvégien, qui vient d'Ålesund, qui s'installe en 911, là-bas, en Normandie, et pour qui on va créer le premier duché de Normandie. Donc lui, il est l'exemple type de la façon dont l'installation viking s'est faite. Rollon, c'est un seigneur qui est assez riche. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit une chose super importante, c'est que par rapport à ces expéditions vikings, pour faire une expédition viking, il fallait avoir les moyens. C'est ça, il fallait être riche déjà. Exactement. Il fallait être riche parce qu'il fallait construire un bateau et voire plusieurs bateaux. Ça ne se fait pas tout seul, il faut des personnes pour le fabriquer et ces personnes, il faut les payer. Le mythe aussi de l'esclavage, c'est chez les Scandinaves, ils mettaient des gens en esclavage qui vendaient, mais entre eux, ils ne pratiquaient pas l'esclavage. Les Scandinaves sont entre eux des hommes libres, des hommes et des femmes libres qui travaillent, qui vendent leur force de travail, donc il faut pouvoir payer ces gens quand on fabrique un bateau. Ensuite, il faut pouvoir les engager, ces gens-là, pour venir avec toi faire l'expédition. Donc, c'est-à-dire que ces gens vont quitter leur territoire pendant 3 mois, vont quitter leur famille. Il faut que derrière, ils aient la garantie d'un certain revenu. Et ça, il va falloir pouvoir le leur donner. Tout ça fait que ce sont uniquement une petite partie de la population scandinave qui peut se permettre de faire du vikinger. Donc, ces gens-là, et Rollon en fait partie, sont des gens qui ont un certain pouvoir, un pouvoir financier, qui va souvent avec un pouvoir politique, et ils commencent leurs petites expéditions de 3 mois pour faire du commerce. Par rapport à leur déplacement, justement, donc de Scandinavie en Normandie, une des questions que j'ai reçues de Monique, ma maman,
qui demande quel est le lien du coup avec ce nom Normandie, puisque les Vikings, on les appelait les Noorman, les hommes du Nord. Du coup, il y a un lien avec le nom Normandie. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Normandie vient très, très probablement du mot Nordman, les hommes du Nord. Euh, D'ailleurs, le mot Norvège, par exemple, ça veut dire Nordvegen, la voie du Nord, la route du Nord. Donc, la Normandie, oui, ça vient très probablement de cette étymologie-là. Et donc, le duché de Normandie est créé par Charles V, je crois, pour justement Rollon, dont on a parlé tout à l'heure, et, euh, et qui va donner naissance à la Normandie. Mais tu vois, pareil que la Normandie, il y a en Angleterre une région qui s'appelle le Danelaw, qui est une région centrale. Ça, la traduction, c'est Danelaw, c'est la loi des Danes. Et les Danes, c'est ceux qui deviendront plus tard les Danois. Donc c'est aussi, là on a un autre exemple avec la Normandie, c'est deux exemples de régions qui ont été nommées d'après leur histoire. Alors, il y a un aspect qu'on peut aborder maintenant, c'est celui de la violence des Vikings, parce que pourquoi je vous présente des gens qui sont de paisibles commerçants alors que l'image qu'on a d'eux sont plutôt des brutes. C'est ça, c'était une de mes questions, c'était que entre les mythes et les légendes qu'on entend, on est un peu perdu dans tout ce qu'on entend. Alors, c'était des gentils ou des méchants alors? Ben, c'était les deux. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas cons et qui sont arrivés dans un monde dans lequel ce qu'ils étaient faisait un peu peur, ils en ont eu conscience et ils ont joué de ça. Ils en ont joué en fait, ouais. Voilà. On, on, Quand on demande qu'est-ce qui a pu déclencher, causer cette expansion viking là, comme ça, soudainement, en fait, c'est un contexte historique. Tu vois, Charlemagne meurt en 814. Et 814, on est pile dans la première phase de cette expansion viking. Alors, jusqu'à la mort de Charlemagne, l'empire carolingien, il est très structuré. Il y a des États centralisés qui sont forts. Et là, nos vikings se contentent de faire du commerce. Par contre, après la mort de Charlemagne, il va y avoir tout un tas de guerres intestines entre les héritiers qui vont créer un contexte de guerre civile dans lequel l'empire carolingien se délite, ne tient plus militairement. Les régions, les villes font parfois sécession, des clans se forment, des guerres intestines ont lieu, et les Vikings, eux, ils sont au milieu de tout ça. Ils arrivent et, ma foi, de temps en temps, il y a un seigneur local qui les emploie pour faire la peau d'un ennemi, d'un rival. Ils se louent. Ils Se se font louent comme prendre en chasseur mercenaires. de tête, quoi. Voilà, ils vont faire un métier de mercenaire à un moment parce qu'on les paye pour ça. Et puis à d'autres moments, ils vont le faire pour eux-mêmes. Ils vont arriver à certaines portes de ville dans lesquelles les gens sont incapables de se défendre contre eux. Donc ils vont les piller, ils vont profiter de l'opportunité qui se présente à eux pour les piller. Et puis, comme ils comprennent qu'ils font peur, ils mettent en place tout un tas de trucs pour accentuer la guerre psychologique et la peur qu'ils inspirent. Alors des trucs vraiment abjects, hein, c'est pas détendre, hein, les gars. Ils avaient un truc qu'on appelait l'aigle sanglant. Alors ça, l'aigle sanglant, tu ouvres les poumons, tu ouvres le dos d'une personne, tu Ok, lui sors sympa. les poumons, Ouais, et ensuite tu l'obliges à courir jusqu'à ce que mort s'en suive. d'accord. Voilà. Quand ils attaquaient des églises, des monastères, ils se contentaient pas de piller, comme ils avaient compris que l'anathème était quelque chose qui frappait de stupeur les gens. Ils prenaient les moines, ils leur ouvraient le ventre et ils les étalaient avec tout ce qu'il y a dedans ouvert sur les autels. Donc ça, c'était des sacrilèges absolus, des trucs terrifiants pour une Europe très très chrétienne. Et d'ailleurs, dans les prières même, on retrouvait à l'Église cette prière: Seigneur, protégez-nous de la fureur des hommes du Nord. Ouais. C'est une prière in extenso qui était dite.
Donc le système de leur guerre psychologique fonctionnait Ça vachement bien. marchait bien, oui. Mais en réalité, ils n'étaient pas nombreux, c'était des petits groupes et ils profitaient de la situation. Dans certaines circonstances, comme le siège de Paris, ils se sont alliés entre eux. Il y a même des fois où ils s'alliaient à des seigneurs les uns contre les autres, puis ensuite les uns ensemble contre les seigneurs, etc. Et ils finissaient des fois par demander des impôts à certaines villes, en échange de quoi ils ne les attaquaient pas. Et donc voilà, ils utilisaient la situation géopolitique de l'époque à leur profit, et ça c'est super important, un profit uniquement pécunier. À aucun moment, sauf dans le cas de Rollon, mais là c'est encore une fois un peu de l'opportunisme, Rollon est l'exception, dans tous les autres cas, les gens, les Vikings faisaient de l'argent et repartaient chez eux ou s'installaient et profitaient de leur argent sur place. Pour ce qui est de Rollon, il est exactement dans ce cas de figure en 911, là. On est encore dans toutes ces guerres intestines du post-empire carolingien, et, et lui, dans ce que va devenir la Normandie, il est un peu une épine dans le pied du roi Charles le Simple, qui d'un côté a une guerre civile à mener, et de l'autre, ce Scandinave qui est là, qui a installé un comptoir solide dans lequel on applique les lois scandinaves, et donc il ne s'en remet absolument pas à la loi locale. Il a sa propre loi, et si on l'emmerde, il se défend. Donc Charles le Simple a deux solutions. Soit il attaque ce type qui est un peu comme un parasite chez lui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il s'affaiblit sur l'autre front, et ça il ne peut pas le faire. Soit il passe un pacte avec ce Scandinave, et il l'inféode à son royaume. Et donc il va lui proposer un titre. Il va lui proposer de devenir duc. Et ce sera donc la naissance du duché de Normandie. Le Viking, lui, n'y voit que son intérêt, donc il accepte. Ouais. La petite anecdote pour ça, c'est que y a quand même autour de ça, il y a tout un protocole, il y a l'Église qui s'en mêle et tout ça. Donc Rollon, lui, se convertit, ça lui pose pas de soucis. Donc Rollon se convertit, et puis dans le protocole, il y a un moment où le féal doit baiser le pied du suzerain. Et ça, par contre, c'est un truc qui passe pas pour le Norvégien, le Viking. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, l'idée, ce qui passe pas, c'est de se plier devant un autre. Voilà. Alors, ça, c'est l'anecdote. En fait, il ramasse le pied de Charles le Simple et il lève le pied à sa bouche. Donc, le gars s'écroule par terre. Et ça fait un incident diplomatique qu'on va finalement enterrer, et on va quand même signer le traité. Mais Rollon a tout de même obtenu son titre. Et Rollon obtient son titre de duc de Normandie. Alors lui, donc tu vois, à la base, norvégien, il parle l'ancien norrois, il croit dans un panthéon de dieux très éloigné du christianisme, il s'habille comme un Scandinave, il mange comme un Scandinave. Mais en fait, à partir du moment où il va s'installer en France, il va changer de religion, il va changer de vêtements, il va changer de langue, il va changer de coutume, et en l'espace de 2-3 générations, tu ne vois plus du tout l'origine scandinave. Ouais. Et lui, il est vraiment l'exemple parfait de ce qu'ont été tous les Scandinaves implantés en Europe à cette époque. Et il en est l'exemple parce qu'il est l'image de proue de tout ça, parce que son histoire est vraiment sympa de ce côté-là. L'arrière petit-fils de Rollon, c'est Guillaume le Conquérant. Et Guillaume le Conquérant, bien malin celui qui va trouver des origines vikings dans ce seigneur, qui deviendra roi d'Angleterre. Donc, on a là l'exemple parfait du processus d'assimilation qui a été celui des Scandinaves dans le monde européen, l'Europe au sens vaste du terme. Et puis, donc là, je récapitule un peu les premières phases. Première phase 800-850, exploration. Deuxième phase 850-900, installation des comptoirs. Troisième phase 900 à 980,
où là, on est plus dans l'installation définitive, la création de fiefs et l'imprégnation dans les cultures. À cette époque-là, 900-980, là, ils arrêtent, et ça c'est important, les Scandinaves, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, arrêtent de revenir chez eux. Ça veut dire donc qu'ils vivent à demeure dans ces pays dont ils ont pris les coutumes et les habitudes, etc. Et on va voir après 980, entre 980 et 1050, la dernière phase de cette histoire des Vikings, eh bien c'est le retour chez eux. Ces gens qui sont venus en Europe, qui se sont installés dans ce pays, aux alentours de 980, c'est terminé les guerres de succession. Les États européens sont de nouveau centralisés, ils sont de nouveau forts, les Vikings n'ont plus de raison de faire des coups de main. Les grosses batailles vikings de cette période-là, c'est entre eux, à une époque où on n'est plus dans la logique des petites seigneuries, mais plutôt dans une logique de monarchie qui commence à se préparer. Et cette idée monarchique, elle est née justement de l'implantation des Vikings sur le territoire européen. Ces gens-là arrivent dans des pays dans lesquels la politique et la religion, c'est un seul chef, un seul Dieu. Et ça va beaucoup les intéresser. Et on va voir un certain nombre de ces Scandinaves mettre leurs enfants dans des lieux d'éducation qui seront souvent des monastères, dans lesquels certains apprendront même le latin. On leur apprendra les éléments du pouvoir. Et ces éléments de pouvoir-là, ces outils de pouvoir, ils vont les ramener chez eux. Et on va, cette dernière période entre 980 et 1050, c'est l'époque où les seigneurs scandinaves implantés en Europe remontent en Scandinavie et où les royaumes se forgent, où vont naître la Norvège, le Danemark et la Suède. Tu vois. Donc, c'est les tout derniers qu'on va retrouver, les tout derniers Scandinaves qu'on va retrouver, on les retrouve dans les gardes des grands seigneurs ottomans, vers Constantinople et ces régions-là, mais c'est plus des derniers mercenaires et on peut pas vraiment, on peut dire que vers l'an 1000, ça se termine. Et tu vois, Donc la fin de la période viking correspond à la création des royaumes scandinaves, quoi. Voilà. À peu près. Éric le Victorieux, qui est le premier roi de Suède, 970. Tu vois. Harald à la dent bleue. Ouais. Le Bluetooth, ça Bluetooth. vient de lui. Hein. Oui, je te jure, ça vient de lui. Oui. Et donc, roi de Danemark en 987. Et en Norvège, c'est Olaf Tryggvason, qui devient roi de Norvège en 997. Bon, après, il meurt en l'an 1000, mais voilà, on est à ce moment-là. Et donc, les Vikings, ils disparaissent un peu parce que le monde a changé, parce que l'Europe s'est de nouveau fortifiée, centralisée, donc les coups de main, c'est plus possible. Et puis, toute leur imprégnation dans cette culture européenne a fait d'eux finalement des Européens, et ils vont remonter en Scandinavie avec le principe de la monarchie et le principe de la religion. Ils sont un peu assagis du coup. Catholique. Alors assagi, non. On peut même dire que c'est peut-être probablement plus violent parce que c'est simplement que les combats vont prendre une autre échelle. D'accord, parce que justement, c'était ma question. Quand ils reviennent en Scandinavie, du coup, ils sont toujours aussi violents, ils ont toujours les mêmes comportements, ou est-ce qu'ils sont différents? Alors non, c'est des gens qui sont belliqueux. Hein, c'est des gens qui ont, les gens qui reviennent. C'est un peu, c'est des gens, ils reviennent avec l'idée de prendre du pouvoir. Parce que les endroits où ils se sont installés, que ce soit en Angleterre ou en France, c'est des endroits qui sont quand même extrêmement cléments par rapport à la Scandinavie. On y vit mieux, on y mange mieux, le climat est plus cool, etc. Donc s'ils remontent là-haut, c'est pas pour rien. Ouais. Et ils vont remonter en Scandinavie pour créer un pouvoir centralisé. Et c'est là qu'on va commencer. Alors ce phénomène-là, il commence en réalité
je te dis, vers les années 880, 900, on commence à avoir des premières initiatives euh, pour essayer d'unifier les royaumes. La première initiative, je crois qu'elle a lieu en Norvège dans les années 1890, 890, avec Harald Harfager, Harald à la belle chevelure. Et donc c'est d'ailleurs, alors c'est ça va être un des éléments de l'expansion, parce qu'il y a une question à laquelle qu'on a posée tout à l'heure, mais à laquelle on n'a pas répondu, c'est pourquoi ces gens-là, finalement, qu'est-ce qui faisait qu'ils partaient? Tout à Alors, fait. on est un peu répondu avec l'idée du commerce. On va faire du commerce, mais il y a aussi une autre raison. Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait que du commerce. Ça a été aussi des grands découvreurs. Tu vois, sur toute la façade ouest, donc ils sont allés en Angleterre, ça on le sait, ils sont allés en Irlande, ils ont fondé la ville de Dublin. Sur l'île de Man, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, tous ces endroits. Et puis derrière le Groenland, le Vinland, qui est l'actuel Amérique, l'actuel continent américain. Donc là, on est vraiment dans de l'exploration. Et ces voyages d'exploration, ils ne sont pas basés sur les mêmes raisons que les voyages de commerce. C'est un peu les mêmes gens qui partent, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, quand tu commences à avoir ces seigneurs scandinaves qui essayent d'unifier leur pays, ils le font de la façon suivante. Une chose très importante pour les Scandinaves, c'est le droit. Le droit, c'est ce qui régit absolument tout. Ouais. Et c'est resté comme ça aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Toi qui vis là-bas, tu en as un exemple tous les jours. Ouais. Le droit, là-bas, c'est vraiment la chose fondamentale. La loi, c'est la loi. La loi est un outil au bénéfice de tous. Et ça, c'est une conviction absolue. C'est très marrant parce que si tu prends l'exemple de la France, la loi est quelque chose qui brime ta liberté. Ça, c'est la notion de base. Voilà. Ouais, et donc, ça fait des sociétés qui sont extrêmement différentes dans leur rapport à l'autorité, à la loi, etc. On va en parler des heures. Mais il faut savoir c'est un autre podcast. Ouais, c'est un autre sujet. Mais à l'époque déjà, c'était comme ça. Et donc, par rapport à cette notion de prise de pouvoir, il y avait trois possibilités. Tu es une ou un seigneur et tu désires prendre le contrôle de ton voisin. Donc, tu lui demandes de s'inféoder à toi. Il a deux solutions classiquement. Hein. Soit il dit oui, soit il dit non. S'il dit oui, il devient ton féal et tout va bien pour... Il n'y a pas de guerre. Soit il dit non, il y a une guerre. Et ben dans le droit scandinave ancien, il y avait une troisième option. C'était tu dis non, mais tu ne peux pas faire la guerre. Tu n'es pas assez puissant. Donc dans ce cas, il y a un acte de loi qui te permet d'avoir accès à l'exil. Donc tu as le droit on te donne en général entre 1 année et 3 années maxi pour préparer ton exil, hein, parce que là on parle de familles entières. Hein. Les gens qui vont partir, ils vont démonter leur maison, ils vont amener leurs animaux, ils vont avoir besoin de fabriquer des bateaux, de créer des vêtements, des outils. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais tu as le droit d'accepter l'exil. Et donc, si tu acceptes l'exil, tu vas pas te battre. Du point de vue de ton honneur, tu ne seras pas inféodé. Mais il faut que tu partes. Mais il faut que tu te barres. Ouais. Voilà. Et donc, on va avoir un certain nombre de seigneurs qui sont dans cette situation et qui vont partir à la recherche d'un nouveau territoire. Et tu vois, donc là, on part plus dans une notion de commerce. On part pour trouver un nouvel endroit où vivre. Et c'est comme ça que va être découvert l'Islande. C'est exactement dans ce cas de figure. C'est deux seigneurs qui partent avec leur famille, chassés par celui dont je parlais tout à l'heure, Harald Harfager, Harald à la belle chevelure, et qui, dans leur navigation, au bout d'une semaine à peu près de navigation, tombent sur l'Islande. Parce que ça, justement, c'était une des questions des auditeurs. Il y avait Benoît qui demandait de quelle région de Norvège venaient les premiers vikings qui se sont établis en Islande. Alors, ils viennent du sud, région du Rogaland, et c'est l'actuel Stavanger, la Mecque du pétrole. Donc c'est une partie méridionale
de la Norvège. Ça aussi, l'expansion des Vikings, les lieux géographiques à partir desquels ils se déplaçaient, le monde viking pour ce qui est de la Norvège, mais c'est valable aussi pour la Suède et je dirais la Finlande. Mais la Finlande, encore une fois, il ne faut pas oublier que ces pays n'existent pas à l'époque. Mais un truc important, si les gens qui écoutent le podcast, si à un moment donné, ils peuvent mettre sur pause et aller chercher une carte géographique pour regarder un peu tout ça. Vous allez voir que ces trois pays, Norvège, Suède, Finlande, sont des pays tout en longueur. La Norvège, elle fait 2000 km de long. Elle passe par le cercle polaire arctique. Elle finit à 71 degrés de latitude nord. On n'a pas du tout les mêmes conditions de vie au sud et au nord. Et donc, pendant toute cette période viking, le territoire qui est occupé, c'est le centre et le sud de la Norvège. Ålesund, Trondheim. Voilà, Trondheim, c'est la toute première d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, c'est la toute première capitale du tout premier royaume de Norvège, créé par Olaf Tryggvason en 997. Parce que ça, c'était aussi une question que j'avais reçue donc de Pascal, qui disait qu'effectivement, donc les Vikings étaient connus pour être de grands navigateurs, pêcheurs, etc. Donc du coup, est-ce qu'ils vivaient tous sur la côte? Est-ce qu'il y avait des Vikings aussi à l'intérieur des terres, dans les montagnes? Est-ce qu'ils faisaient de l'élevage, de l'agriculture? Où est-ce qu'ils étaient en fait? Eh ben, c'est une très bonne question, parce que justement, on fait souvent la confusion, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur les Scandinaves et les Vikings. Tu as les anciens Scandinaves, c'est le nom qu'on leur donne, et parmi eux, certains, une faible minorité, qui font les Vikings. Mais l'activité principale des Scandinaves, c'est l'agriculture. L'agriculture et l'élevage. Alors évidemment, la pêche, surtout, enfin, d'ailleurs pas que, mais pas qu'en Norvège, mais un petit peu d'une façon différente en Norvège et en Suède, Finlande, mais et encore différente au Danemark. Le Danemark, c'est beaucoup l'agriculture. Tu sais, la géographie des lieux va beaucoup jouer. Ouais. Le Danemark, c'est tout petit, c'est tout plat. Et c'est plat, oui. Voilà, donc en plus, c'est le pays qui, du point de vue du climat, est le moins rude. Ouais. Donc, on a une agriculture qui très tôt va se développer. L'agriculture extensive, le pouvoir extensif, donc les premières monarchies, c'est un peu là qu'elles vont s'installer de façon les plus efficaces. Du côté de la Suède, on a un territoire qui est aussi très plat. Il y a très très peu de relief en Suède. Il y a une grosse montagne, le Kebnekaise, qui fait, je crois, 1400 ou pas plus de 2000 mètres, je ne sais plus la taille exacte, mais c'est la seule, tu vois. Et le reste, c'est plat, c'est des lacs et des forêts à perte de vue. Idem pour la Finlande, c'est exactement le même socle. Par contre, du côté norvégien, c'est des montagnes, des fjords, des apics, des petits terrains dans lesquels on peut pratiquer l'agriculture, mais sur des petites surfaces. Tu as fait un très beau podcast avec une agricultrice norvégienne qui expliquait bien qu'on a 1% ou 3% de terres cultivables au max là-bas, quoi. Donc, mais par contre, ce peu de terres cultivables, pour la faible population qui vit là-bas, c'est suffisant. Ça suffisait à l'époque. Et oui, ça suffisait. Donc on vivait de l'agriculture et on vivait de l'élevage également. Beaucoup d'élevage, l'élevage de moutons, l'élevage de vaches, l'élevage de porcs, et alors évidemment de la pêche, bien sûr, mais la mer n'était pas la source de revenus et le mode d'existence principal. Par contre, oui, il y a une deuxième partie de la question qui est vraie, c'est que le littoral va quand même être investi de façon particulière. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. Si tu prends une carte de la Norvège contemporaine, toutes les grandes villes sont sur la côte. Ouais. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est un pays qui s'est construit par le commerce maritime. Tu vois, il était au 19e siècle, c'est connu qu'il était beaucoup plus facile d'aller de Bergen en Angleterre que d'aller de Bergen à Oslo. Parce qu'il fallait traverser 500 km de montagne dans des conditions atroces, par moins 40 en hiver, pour aller de Bergen à Oslo, alors que tu prenais un bateau et tu étais rapidement en Angleterre. C'est ce qui faisait que Bergen était une ville à part, une espèce de capitale culturelle.
Cet entretien avec Laurent a été découpé en 4 épisodes. Dans la prochaine émission, nous parlerons de la suite de l'histoire, des casques vikings, de l'hygiène, des déplacements, des mythes et de la disparition des vikings. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!